Alors, en introduction à cette, 2e, journée, cette deuxième rencontre de Creative Machine, on va faire on va faire un bilan. Tu vas toujours présent. On va faire un bilan de l'année passée. En fait, Creative Machine a été lancée, en fin 2023. On l'a annoncé au Radiraf, il y a des gens qui étaient présents et on annonçait que la semaine d'avant, on avait ouvert un serveur Discord et que tout le monde était bienvenu pour venir, discuter avec nous. Des gens alors ça a été lancé, comme il l'a rappelé, par une école et une université, ce qui est très bien parce que c'est un terrain neutre un petit peu pour parler de sujets qui sont quelquefois, comment dire? Radioactifs, au niveau des entreprises et aussi parce qu'il y a des savoirs, des savoir-faire, des réflexions qui ont lieu dans les entreprises qu'on ne veut pas partager pour des questions de compétitivité évidentes. Donc le lieu de l'éducation de l'environnement est un des meilleurs. L'idée était de comment anticiper l'évolution des métiers, entre autres. À ce moment-là, se posait vraiment la question des IA génératives qui avait l'air immense. Et donc sur le serveur Discord maintenant, bah, aujourd'hui, on a dépassé les 800 personnes. Alors chaque jam amène, énormément de choses et c'est chouette parce que c'est des gens, c'est à la fois des chercheurs en sciences humaines, des chercheurs en sciences, on en entendra ce matin, en sciences, vraiment de de l'IA, beaucoup d'artistes, de techniciens, de managers et cetera. On produit du contenu. En fait, les dernières, rencontres ont été captées. Celles-ci le sont encore. Elles sont même en ce moment streamées sur YouTube en direct, pour certaines sessions et puis voilà, on a beaucoup de choses qui se créent. On a maintenant un site web depuis quelques semaines dans lequel on essaye de cumuler tout ça et puis sur LinkedIn, pour tous ceux qui ne peuvent pas suivre le Discord, qui est une activité extrêmement riche, même chez nous dans Creative Machine, on a du mal à suivre. On essaye de faire des résumés chaque semaine ou tous les 15 jours ou tous les mois, ça dépend ce qu'on peut faire parce que c'est quand même une énorme base de volontariat, et voilà et donc le cœur des événements, c'est quand même des rencontres physiques qui ont lieu donc ici, mais on va essayer de se rencontrer au Radiraf. On a une rencontre un peu moins formelle au MIFA, c'est-à-dire à Annecy, et cetera et on va essayer d'en créer d'autres sur Paris et dans d'autres régions, parce qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose de purement rennais. Les IA génératives, qu'est-ce qui s'est passé cette année, vu de Creative Machine? Les IA génératives, je rappelle qu'elles posent plein de problèmes lors de leur, création, sur les datasets, des problèmes, entre autres, de droit. C'est toujours un vrai sujet et peut-être encore plus chaud, maintenant qu'avant. Elles posent des questions sur, l'impact, on va dire, environnemental au moment du compute et il y a encore plus de discussions que l'année dernière pour faire un bilan de ce qui s'est passé sur, les investissements dans les data centers. Vous en avez tous entendu parler, le sommet de l'IA ne parlait quasiment de ça. Plug baby plug, vous vous rappelez, d'Emmanuel Macron. Elle pose des questions sur, sociétales, qui, entraîne, plutôt qui aligne, qui est utilisé, dans quel pays, payé comment, et qu'est-ce que ça dit des biais que ça construit et cetera. On va en parler durant la journée et puis à la fin, quand c'est délivré et utilisé par des utilisateurs, en fait, tous les problèmes se posent, amplifiés, les problèmes de droit en sortie, tout comme en entrée, des problèmes d'impact sociétaux, des problèmes d'impact environnementaux, parce qu'à l'inférence, à l'utilisation, on reconsomme et on utilise data center pour, faire des starter packs ou des images perso, format Ghibli. Donc on se demande, si c'est vraiment bon pour tout le monde. Sur la question des droits, la question évolue avec une myriade de procès. C'est comme ça qu'elle évolue avec de la jurisprudence. Il y a même des cartographies. Ça devient un marché, hein, de suivre les procès de l'IA en soi, et pour autant, les promoteurs de l'IA on va dire, sont en vergogne là-dessus. Là, c'est Midjourney V7, version 7 qui vient de sortir. On lui demande une jeune femme afghane, bah, ça sort ça de base, et cetera. Donc on sent bien qu'il y a des datas d'entraînement qui sont importants, ça c'est copyrighté, hein, voilà. Pour toutes les images que vous voyez là, on les sort très, très facilement et puis il y a des procès qui ont lieu quelquefois à des endroits où on les attendait pas. Par exemple, la semaine dernière, Betty Jelin, une avocate spécialisée, soulignait que le tribunal de Nanterre, créait mettait une astreinte, de 1 000 € et demandait à une entreprise de demander à son CSE s'ils voulaient vraiment déployer, s'ils acceptaient de déployer de l'IA dans les entreprises. On l'attendait pas forcément là, la problématique, mais elle est aussi, c'est pas que sur les droits d'auteur et cetera. Sur les droits d'auteur, il y a vraiment 2 mondes et 2 il y a des batailles, hein, qui se construisent. Il y a des gens contre, entièrement contre. Au dernier MIFA Annecy, il y avait des badges, création humaine, il y avait, vraiment tout un mouvement. Il y a dans le monde entier des labels qui se créent, Fairly Trained, Fabrication humaine, c'est des labels aussi créés par des artistes, c'est sur l'honneur, hein, mais il y a une volonté vraiment
de se différencier, de se positionner là-dessus. Et c'est pas que les artistes, c'est aussi des énormes entreprises. Nintendo dit: «Non, il y aura pas d'IA chez nous et attention, si vous générez des choses qui ont l'air de s'inspirer de chez nous, on vous tombe dessus». Et Nintendo sont ultra agressifs, dans le monde du jeu vidéo. Leurs services, c'est même plus que des services légaux, ils ont même des ninjas, des investisseurs, les ninjas Nintendo, qui suivent les gens, qui les observent et qui tombent dessus comme des c'est assez dur, donc ça peut faire peur à certaines personnes. Et puis les agences aussi de publicité se positionnent. Certains disent: «Non, on n'utilisera pas d'IA pour générer des choses». Et même Vimeo, des plateformes se positionnent, disent: «On n'utilisera pas, on fera pas comme YouTube, on va se positionner différemment», et cetera. L'IA pose des problèmes sociétaux, maintenant qu'elle est incorporée partout, elle hallucine en permanence, c'est son modus operandi, c'est normal. C'est compliqué quand on demande s'il faut fumer, pendant qu'on est enceinte, et que Gemini encore, récemment disait: «Oui, oui, 2-3 cigarettes par jour», parce qu'en fait c'est un résultat moyen de dire 2-3 par jour, ça c'est bien pour, et bah, voilà, ça c'est aussi ça l'IA, donc c'est une problématique, sur la véracité de ce qui circule et de l'enchitification d'internet. Et puis il y a tout ce phénomène de régurgitation qui est très dur à éviter. On l'a vu avec la jeune fille afghane, encore récemment, dans la plupart des modèles, si on demande des plombiers en Italie, c'est juste ces 2 mots, ça donne: «Ah, du Nintendo». Donc il faut faire attention. Alors ça, ceux-là, on les détecte, hein, mais on peut générer des IP qu'on ne détecte pas parce qu'on ne les connaît pas. Si on demandait dans Midjourney, il y a quelques mois, un film, un poster de film animé qui s'appelle Nan, c'est tout. On avait carrément le logo Disney, puis là, marqué Mulan, et cetera. Donc bon, voilà, il y a un sujet quand même, qui n'en est plus un, au point que vous allez voir l'approche géopolitique a changé là-dessus. Et puis on peut se dire: «Bon, on va générer des humains, on va pas avoir de problème», mais on en reparlera peut-être. Il y a un service, j'ai vu que tu en parleras, Pierre, qui s'appelle Dispersion Doesn't Exist, qui génère de l'humain. Il est entraîné sur des images, et en fait, on peut retrouver quelquefois un phénomène de régurgitation. Le problème, c'est qu'avec ça, on est aussi dans le droit à l'image, des données personnelles, des données biométriques, et cetera. Ça a fait dire dans l'évolution de l'année à Gartner, qui ont inventé le cycle de la hype, qu'en fait l'IA générative, elle était là, c'est-à-dire elle est en train de tomber, on est en train d'imaginer qu'on va avoir besoin d'inventer des nouveaux modèles économiques, en fait, autour, des vrais modèles économiques, parce qu'a priori, il n'y en a pas. D'ailleurs, Sequoia Capital, qui sont des gens qui investissent et qui analysent l'investissement, disent il y a vraiment un problème de modèle économique. Même OpenAI, en fait, ça sert à rien, son truc. Ils investissent énormément, et en ce moment, il y a un trou de 600 milliards de dollars entre ce qu'ils investissent et ce qu'ils anticipent de retour. Goldman Sachs dit la même chose. Eux-mêmes, quand ils implèquent de l'IA générative chez eux, ça génère beaucoup plus vite de documents, sauf qu'ils sont payés sur la véracité des documents, donc ils comptent qu'ils passent 6 fois plus de temps à le vérifier, et qu'ils sont d'accord, il n'y a pas de modèle économique, et qu'on en est peut-être là où on était internet, dans les années 2000, en plein creux de la bulle. Et pourtant ça pousse géopolitiquement, vous l'avez vu, Donald Trump a été élu, grâce, entre autres, aux centaines de millions d'un promoteur de l'IA. Et d'ailleurs, derrière lui, avant ses ministres, il y avait les plus gros acteurs du marché. Et d'ailleurs, la semaine d'après son élection, il offrait, entre guillemets, 500 milliards de dollars au projet Stargate. Grosso modo, c'est Sam Altman qui le recevait, il était bien content. Ça se passe alors Sam Altman et OpenAI et d'autres acteurs ont une politique ultra agressive par rapport aux droits d'auteur. C'est-à-dire ils offrent un copyright shield, ils proposent de défendre les utilisateurs de leur système contre les procès pour copyright. Donc il y a vraiment un positionnement ultra net à l'opposé de ce qu'on a vu avant. Ça se passe dans un environnement un peu compliqué, un peu nauséabond, parce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui ont entraîné les modèles enfin, comme Sushir Balaji, qui a démissionné d'OpenAI en réaction au fait que c'était entraîné sur des données protégées, qu'il était très mal à l'aise par rapport à ça. Il montait un dossier qu'allait être la semaine d'après son suicide, être, diffusé dans le New York Times. En fait, le truc n'a pas avancé. C'est pas chouette ce qui se passe. Alors c'est peut-être sous la pression de plein d'autres choses. Vous avez vu en fait, le programme, géopolitique. Alors je sors un petit peu de nos métiers, mais en fait, c'est quand même, en fait, complètement lié parce que c'est culturel. On est dans la culture. Ce charmant jeune homme, il disait que son grand-père était un nazi convaincu. Son grand-père, faut savoir qu'il a été, un peu repoussé du Canada. Il s'est installé en Afrique du Sud, où Elon Musk a grandi.
parce que, il y a eu un projet de coup politique qui a échoué, un projet de coup politique technocratique, il appelait ça. Certains le décrivent, des sociologues actuels décrivent comme technofascisme ou technoféodalisme, qui était, dans une grande Amérique qui allait du Groenland au Panama, tiens donc, de faire diriger les masses populaires par des gens et des robots, une élite intellectuelle et des robots. Et en fait, c'est un petit peu le programme politique d'Elon Musk qu'on voit avec ce qu'il fait avec le Doge, etc. Voilà. Cela dit, c'est pas le seul mouvement qu'il y a dans le monde avec beaucoup de pouvoir. Il y en a un autre, c'est la Chine. Et puis, ils jouent un autre jeu. Ils ont joué le jeu de l'open source. Ils ont bousculé la semaine d'après que ces annonces avaient été faites, vous l'avez vu, il y a eu l'effet DeepSeek qui a créé un crash boursier, un manque de confiance, un manque de crédit, qui a coûté 600 milliards de dollars. C'est marrant, ce chiffre revient sans cesse. Donc c'est 600 en plus, hein, à Nvidia en 2 jours, il me semble. Bref, parce qu'ils avaient soi-disant fait, DeepSeek était un modèle qui avait coûté seulement 6 millions de dollars, mais en fait, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, d'autant que c'est sans doute entraîné sur du OpenAI. Bref, donc tout ça, on voit bien qu'il y a des forces en présence. Il y a d'un côté une sorte de cynisme par rapport aux IP, aux droits d'auteur. Le PDG de Suno est réputé pour dire qu'en fait, non, mais faire de la musique, je suis sûr que les gens, ils trouvent ça ennuyeux, que le musicien trouve ça, vraiment, désagréable de jouer de la musique. C'est sûr, donc c'est pour ça qu'on leur a pris toutes leurs données, et cetera. Il dit même qu'en fait, on a un gros problème, c'est qu'il y a plus de gens qui écoutent que des gens qui font, donc on va résoudre ce problème. Mais bon, donc voilà, essayer de avoir une solution, essayer de trouver des problèmes qu'il résout. C'est compliqué, il y a beaucoup de lobbying. OpenAI s'installe officiellement, il déclare qu'il s'installe en France pour être près de Bruxelles et faire du lobbying. Et on sait que c'est ce qui se passe en UK, en Grande-Bretagne. Il y a vraiment un lobbying très fort pour faire une exemption du droit d'auteur pour l'IA. Et puis, certains s'en cachent pas, Jack Dorsey, qui font partie des grands de la Silicon Valley. Alors, ils ont maintenant c'est pareil, ils remettent en cause l'orthographe, il n'y a plus de majuscules en début de phrase, il n'y a plus de ponctuation. Euh, il faut détruire voilà, c'est clair, détruire Apilo. Puis bien sûr, son premier fan, Elon Musk, dit I agree. Ça, c'était il y a 2-3 semaines. Voilà. Ah, pardon, oui. Alors c'est marrant quand on le met en contexte, quand on part avec déclaration de certains William Gates en 76 qui disait: «Ah non, mais vous nous piquez notre système basique et vous le diffusez en open source et en fait, là, ce que vous faites, c'est du vol parce qu'il y a des droits là-dessus». Bon, il a changé d'optique, c'est un des plus grands financiers d'OpenAI. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, par rapport à DeepSeek, il y a une réaction d'OpenAI et des États-Unis qui dit: «Non, mais ils sont entraînés sur nos données à nous et attention, nos données, elles sont protégées. Il y a le droit d'auteur quand même». Voilà, et il cite des lois, et d'ailleurs dans les lois qui sont promulguées autour, aux États-Unis de l'IA, de la gestion des risques, il y a quand même une gestion des risques. On se compare que des choses très caricaturales, mais une gestion assez naturelle des risques, et ça reprend presque clause par clause, alors des juristes en parleront sans doute mieux, ce qui a été mis dans l'AI Act. Donc l'Europe a quand même pas bossé pour rien. D'ailleurs, c'est repris, je crois que il y a des lois en Corée du Sud qui reprennent quasiment l'AI Act. Il y a un effet Bruxelles, on appelle ça, Brussels Effect, qui quand même fait, en sous-main, c'est un peu honteux de l'admettre, mais qui fait référence, quoi, qui fait exemple. Parce que comme le disait Claire Wendling, une immense artiste française, il vous a jamais venu à l'idée, quand vous tapiez des choses dans Google et qu'il y avait un résultat, de dire que c'était votre travail. Pourquoi vous le feriez quand vous tapez des choses dans ChatGPT et qu'il y a des choses qui sortent d'un algorithme? Voilà. Alors on peut discuter de la chose, des algorithmes. En fait, les artistes, ils en utilisent tous les jours et en fait, ils font un ça et voilà. Donc il y a des recommandations maintenant, et j'en arrive un petit peu sur une sorte de fin de recommandation qui sont diffusées dans toutes les écoles, de mettre de l'humain enfin dans beaucoup d'écoles, de l'humain, alors c'est en anglais ici, mais de l'humain devant les machines. Demandez à vos collègues avant de demander à ChatGPT, c'est des règles qui peuvent être intéressantes, ou comparer les deux, mais gardez de l'humain dans vos process. Soyez transparent sur l'usage, à la fois dans vos équipes, mais ça c'est aussi dans les entreprises, et pour vos clients. Donc on en parlera, il y aura des sessions là-dessus. Et puis soyez attentifs et faites attention à ce qui sort, vérifiez tous les problèmes de véracité et d'IP. Et puis faites une veille technique dans ces sujets. Quelles ont été les tendances dernièrement? Eh ben, en février, il y a eu la tendance du vibe coding. Pour en venir à nos métiers, je rentre dans le vif du sujet. Vibe coding, un terme inventé par Andrej Karpathy, un des cofondateurs d'OpenAI, c'est-à-dire en gros, on parle en langage naturel à un ordinateur et il code pour nous. C'est super. D'ailleurs, il y a un autre système qui est sorti, alors plus technique, qui s'appelle les MCP, les Model Control Protocol. Ce sont des interfaces entre en gros des LLM et d'autres interfaces, qui fait qu'on n'a pas
enfin, c'est plus facile d'implémenter du LLM dans n'importe quoi. Ici, on a demandé: «Tiens, prends cette image et dans Blender, fais ce qu'il faut par code pour, générer ce qui fera cette image-là» et donc on commence à faire des choses. Alors pour les graphistes, c'est un peu troublant, c'est un peu vertigineux, d'autant que, bah, ça reste là, on est dans un outil très professionnel, et on voit le code s'effectuer, le code s'activer. Alors le vibe coding, ça a bien sûr tous les effets négatifs en plus du reste. Il y a la semaine dernière, un influenceur disait qu'il a un copain qui a vibe codé un système, qui a généré du code, et puis le lendemain, il a reçu, ou 2 jours après, une facture de 120 000 de services web payants que le machin avait activé. Il a pas géré parce qu'en fait, voilà, c'est un sujet, c'est un vieux sujet d'ailleurs. Dès il y a 2 ans déjà, Samsung disait: «Mais en fait, arrêtez de mettre le code Samsung sur ChatGPT, il y a une fuite» et d'ailleurs, il y a eu des recommandations l'année dernière d'un regroupement conjoint, en gros, de la cybersécurité française et allemande qui disait effectivement: «Attention, l'IA par code, c'est des fuites, c'est un problème de qualité de code et cetera». Bon, on en parlera et puis c'est surtout no substitute for coders. Il faut garder des humains dans la loupe, on en revient à ça. D'un point de vue plus graphique, on aura plein d'exemples de workflow. Aujourd'hui, on voit des choses arriver, des choses comme chez Animage, c'est une société qui fait de l'animation, qui fait surtout de l'IA, qui ont acheté une IP, et puis en fait, on sait qu'ils ont déjà proposé un système qui permet à partir du storyboard de créer des poses 3D, donc un storyboard 2D dessiné. Et maintenant, c'est la deuxième partie du travail d'un animateur, c'est une fois que tu as fait les poses en système pose-to-pose, tu travailles les interpolations, les in-between. Et bien, ils ont un système qui permet d'apprendre les in-between après des exemples et puis de les faire pour toi. Donc là, on peut dire que les deux piliers du travail de l'animateur pose-to-pose, ils sont machine learnés. Et alors, c'est une société qui dit qu'ils respectent, ils aiment leurs artistes, mais j'avoue, moi, j'ai du mal. Le truc marrant, c'est qu'en fait, peut-être que les émetteurs, ils vont servir à autre chose parce que maintenant, on peut réanimer après coup des films. Ça, c'est un système qui est maintenant très professionnel, flawless, il est intégré dans des systèmes de montage. On peut bien sûr faire parler dans des langues différentes et ça changera ce qu'on appelle le lip sync. Et puis on peut réanimer les visages, faire jouer différemment. Donc peut-être les animateurs, ils ont un job là. Ce qui est intéressant, c'est que c'était développé avec l'accord des syndicats américains qui ont posé tellement de problèmes à propos de l'IA l'année dernière. Et en fait, si le jeu de l'acteur est changé, ça va devoir passer par sa validation avant d'arriver à l'écran, nous propose ce système-là. Donc ça, c'est intéressant. On peut dire que là, il y a une volonté quand même de rendre de l'éthique dans les process, mais du coup, l'acteur, est-ce qu'il n'est pas aussi dépossédé de son savoir-faire, qui est, tout comme l'animateur ici, le désapprentissage, la dépossession, c'est un sujet qu'on va aborder dans certaines choses. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que l'IA, il y en avait depuis longtemps dans Nuke, du copycat, c'est du machine learning. D'ailleurs, le deuxième film de Dune, les yeux bleus ont été à 80%, je crois, faits automatiquement en interne par un système de machine learning entraîné sur le premier film. Donc il y a eu des humains qui ont fait ça. A priori, personne ne s'est plaint de ne pas avoir à retoucher les yeux de chaque chose. Et puis en fait, dans tous les logiciels professionnels arrivent, et c'est presque le conseil que je donne moi dans les écoles, de toute façon, vous en avez plein, vos systèmes, dans Adobe, dans DaVinci Resolve, j'aurais pu ouvrir plein de systèmes, il y en a partout. Et puis il y a des choses qui deviennent de plus en plus éthiques, Getty Image et Shutterstock, qui sont compétiteurs, se sont associés pour en fait en ce moment créer un système entraîné sur des données légales, on va dire. Playas aussi, d'un point de vue LLM. Marès, et on l'attend avec impatience. Il est un petit peu en retard. C'est un système de génération vidéo créé par des studios d'animation et d'effets spéciaux, normalement sur des données, on va dire, éthiques. Et voilà, il y a plein d'autres systèmes. J'avance vite. Il y a des signaux forts que Hollywood est en train de basculer de toute façon. James Cameron, qui a toujours été très geek, on va dire, il est maintenant à la tête de Stability AI. Il fait revenir son ancien CTO de Avatar, je crois. Il rejoint un autre boss qui vient de Digital Domain. Andy Serkis annonce un film où il y a de l'IA. Odyssey, c'est une grosse start-up d'IA. C'est Ed Catmull à la tête. Ed Catmull, le fondateur de Pixar et créateur de plein d'algorithmes connus qu'on utilise tous les jours. Runway, qui fait de l'IA générative, s'associe avec Lionsgate, qui est un énorme producteur américain. Il y a des outils comme ça qui sont maintenant dans plein d'entreprises. Alors, c'est pas de l'IA, mais c'est un outil pour manipuler de l'IA. On en parlerait, vous verrez plein d'exemples. Et d'ailleurs, alors,
Normalement, c'est animé. Il est branché branchable dans du Nuke, dans du Houdini, dans du Blender, etc. Puis il y a des choses, ça c'est peut-être le futur. Les scientifiques en parleront mieux, mais ce projet Genesis, c'est 20 laboratoires, alors des deux groupes, hein, des deux mondes, la Chine et les États-Unis, avec au milieu, je crois, un laboratoire anglais qui produit, alors c'est plutôt pour les scientifiques, un simulateur physique par IA, un simulateur optique, donc qui permet de faire du rendu, un simulateur de robotique, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement, et puis un langage qui permet de faire parler tous ces simulateurs-là entre eux. Et ça, les exemples qui sont sortis il y a quelques mois sont incroyables. C'est-à-dire qu'on décrit, tiens, fais-moi cette scène-là, et puis à la 13e seconde, tu fais un bullet time, et en fait, ça génère des choses qui ont l'air dingues. Alors, il y a peut-être un énorme effet de cherry picking, je sais que le sujet va venir. Et puis je termine, c'est ma dernière slide. Justement, l'année dernière, on a fini sur une question posée par Jean-Jacques Launy, qui était: qu'est-ce qu'on veut en faire, nous, de ces outils-là, dans quel monde, quelle valeur on veut développer autour. La semaine dernière, sur le site, sur le Discord, quelqu'un dans le domaine dans le canal de l'impact environnemental a partagé un papier dans lequel il y avait ce schéma-là, qui est en fait une comparaison d'un système d'IA qui est en rouge sur certains axes, hein, on va dire de performance sur certains axes, dont la performance pure pour le service qui devait rendre, qui était un système de diagnostic de maladies, plutôt qui touche les pays tropicaux, les pays en guerre, des choses comme ça. Et puis qui est comparé avec, en bleu, si vous le voyez, un système qui fait la même chose, mais qui est basé sur du papier. C'est un arbre de décision dans lequel on doit passer plein de décisions. Et on mesure plein de choses, et entre autres, il travaille sur le concept de convivialité d'Ivan Illich, donc je ne sais pas si certains en parleront, des chercheurs en sciences humaines, et de résilience, c'est-à-dire comment sont notées ces choses. Quand on est dans un pays en guerre et qu'on n'a plus de batterie, la tablette dans laquelle il y a l'IA, par exemple, c'est un problème, alors que le papier, d'abord, il coûte moins cher en impact, etc. Et puis il y a une autre chose, et qui touche là tous nos métiers, pour en venir à nos métiers, c'est qu'en fait, quand on utilise la partie papier, on apprend à chaque fois. En fait, on devient meilleur en diagnostic soi-même quand on l'utilise, alors que l'IA, si c'est un court-circuit trop rapide, on peut être dépossédé de savoir-faire, et c'est un vrai sujet, le désapprentissages, on en reparlera. Ça dépend de l'attitude souvent qu'on a avec les systèmes, et ça dépend aussi de comment ils sont déployés. Donc, tout n'est tout problème n'est pas solutionné par l'IA, et c'est pas parce qu'il y a de l'IA qu'il faut absolument trouver un problème pour le solutionner, comme le CEO de Suno. L'année dernière, et je vais passer la parole sur cette dernière slide, on avait conclu ces journées en disant qu'il y a un sujet sur les rencontres entre les scientifiques et les artistes et les créatifs. Et ben, c'est super, parce qu'en plus, on est validé par le fait qu'il y a un PEPR ICAR sur le sujet. On est ravis de jouer le jeu là-dessus. On va continuer de le faire. Il y a un problème d'éclaircissement légal. On va essayer de continuer l'éclaircissement, mais on va en être témoin plutôt. Et puis, en fait, il y a une énorme envie pour tout le monde de s'acculturer en permanence. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes là. Et on va commencer d'ailleurs à laisser la parole aux scientifiques dans ce thème des rencontres. Je laisse la parole à Marc Christie, qui va introduire la session suivante. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Merci Quentin pour cette présentation dynamique.